Alors, nous allons passer avec quelques minutes d'avance, qui sont bienvenues, à la dernière partie de cette matinée, à savoir une table ronde sous l'intitulé général « Le mythe de l'imitation du vivant », auquel vont participer donc tous les orateurs de la matinée. Donc, je vois que Jean-Paul, Yves et Sébastien ont pris place. Et donc, je compte sur le fait que Jean-Siane... Ah oui. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez afficher le retour, donc le visage de Madame Venture, qui donc est en ligne, de manière que nous puissions la voir quand elle intervient. Merci. Alors, bon, le monde n'est pas parfait et le temps n'est pas indéfiniment extensible, malheureusement. Donc, nous allons vous proposer une règle du jeu un petit peu rigide et qui est la suivante. Nous allons d'abord, dans un premier temps, demander au public de poser une question à chaque intervenant. Alors, ça veut dire une question en tout. Voilà, donc ce sera dans l'ordre des interventions. Par exemple, je dirais qui a une question pour Jean-Paul Laumon. Je verrai des mains qui se lèvent et j'en choisirai une dans mon arbitraire de Monsieur Loyal. Et ce sera la seule question qui sera adressée directement à Jean-Paul Laumon. Et ensuite, on passera à Sébastien Candel et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase sera une discussion entre les intervenants sur le thème général de l'imitation du vivant, éventuellement suscité par quelques questions que je pourrais poser si nécessaire. Voilà, donc nous commençons par la question unique que l'un ou l'une d'entre vous va poser à Jean-Paul Laumon. Alors, levez les mains, personne n'ose, mais vous allez y arriver. Alors, monsieur au premier rang, au second rang, là, au milieu. Donc, ma question est reliée au rapport intelligence artificielle et machine. Et donc, il y a un vieil argument des années 80 de John Searle qui a écrit et qui a pensé sur cette question il y a un certain moment. Et donc, c'est l'argument de la soupe. C'est-à-dire qu'on peut, quand on fait de la soupe, on met des légumes dans de l'eau et il y a des processus physico-chimiques, il y a de la thermo, il se passe tout ça. Et donc, on peut effectivement simuler faire de la soupe si on a les lois de la physique et on a les composés qu'il y a dans les légumes et tout ça. Mais en fin de compte, on simule faire de la soupe, mais ça nourrit pas. Et donc, son argument, c'est quand on fait de l'intelligence artificielle, on peut simuler un cerveau, on peut connaître toutes les lois de la physique, les connexions, etc. Mais en fin de compte, on n'a pas de cerveau. Donc, l'argument, c'est effectivement que l'intelligence est un phénomène biologique et donc il se cantonne au monde biologique et une simulation d'un phénomène biologique n'est pas de la biologie. Donc voilà l'argument et donc je vous l'expose et peut-être vous demander vos commentaires. Pour faire un commentaire. Monsieur Loyal, est-ce qu'on a 2 heures devant nous? Non, 2 minutes, monsieur, cher collègue. Pour te dire, je suis assez sceptique quant à ces modèles de l'intelligence tels qu'ils nous sont proposés par Searle, puis il va y avoir aussi la chambre chinoise, il va y avoir... Bon, ou le test de Turing. Il faut savoir que le test de Turing a été passé dans les années 90 et je n'ai pas l'impression que l'humanité a beaucoup changé, ni qu'il y ait eu une disruption totale. Je crois que le problème qui se pose est la difficulté que nous avons à accorder à cette notion d'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Il faut se rappeler qu'à la fin ça a été théorisé finalement qu'à la fin du 19e siècle. Et pourquoi ça a été introduit ? Ça a été introduit comme une mesure. Comme une mesure pour identifier dans une classe des élèves qui avaient des plus
difficultés que d'autres et qui devaient être soutenus. Donc on faisait des tests, ceux qui les passaient étaient considérés comme normaux, quoi, d'une certaine manière. Et puis c'était vraiment dans une volonté de pédagogie. Hein, c'est-à-dire identifier les personnes en difficulté pour leur donner un support supplémentaire pour les amener au même niveau. Donc, mais l'idée part d'une mesure, et on sait ce que ça a donné. Ça a donné le QI, on sait l'utilisation qui a été faite du QI de triste mémoire avec l'eugénisme, on sait tout ça. Bon, je pense qu'une machine qu'on qualifie d'intelligence, vous avez vu ma définition à la fin, j'ai mis une machine autonome est une machine automatique dans un milieu, on aurait pu remplacer autonome par intelligente, hein, une machine intelligente. Donc les machines sont intelligentes, pourquoi? Parce qu'elles sont meilleures que nous. Le logiciel qui nous bat au jeu de Go, oh, c'est compliqué le jeu de Go. Et donc si une machine est capable de faire ça, ah oui, elle est vachement intelligente. Or, ce qu'on oublie, c'est que la machine, par définition, par conception même, elle est toujours meilleure que nous. Puisque une roue, un palan, regardez l'intelligence d'un palan qui réduit la force musculaire pour soulever. C'est une machine extrêmement intelligente. Alors là, on est dans les aspects traitement de l'information et tout, mais cette puissance des mots, d'une certaine manière, de l'intelligence, je crois que si on la ramène simplement à une idée de mesure, et sans avoir peur de dire qu'une machine est plus intelligente que nous, c'est-à-dire en banalisant le terme, bien sûr qu'elle est plus intelligente que nous puisqu'elle a des performances supérieures aux nôtres. Mais ça c'est bien, mais j'allais presque dire c'est l'histoire des techniques. Donc ma réponse à la question, c'est de la désamorcer, la question. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors, qui a une question pour Sébastien Candel? Une seule question, que les mains se lèvent. Bon, il y avait un monsieur là-haut, mais vous êtes... c'est très bien. Allez-y. Bonjour, Dominique Leglu, je dirige Sciences et Avenir et la Recherche. Oui. Dans Dune, il y a de magnifiques avions libellules. Est-ce vraiment réalisable? Merci, ça c'est le modèle de la question brève. Merci beaucoup Dominique. Ça doit marcher là, non? Ouais. Oui, alors je n'ai pas vu ce film, donc je ne sais pas très bien comment se présente cet avion. Maintenant, si vous avez vu tout à l'heure, hein, donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il y a un besoin de toute manière d'une certaine puissance par unité de masse et que les voilures ou les ailes que l'on va utiliser vont devoir permettre, disons, d'avoir cette capacité de puissance. Alors si le moteur a cette puissance, si on satisfait à cette équation, effectivement, on pourrait voler. Maintenant, si ce sont des grands avions, je pense que le mécanisme quand même d'aile battante est quand même très difficile disons, à faire fonctionner et d'une façon efficace. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire fonctionner des avions pareils. Alors, en préparant cet exposé, je suis tombé parce que mon petit-fils s'intéresse beaucoup aux dinosaures. Donc j'ai regardé un peu les dinosaures, les vidéos sur les dinosaures, et j'ai vu un oiseau énorme. Alors je n'ai plus le nom en tête, mais un dinosaure qui avait une voilure considérable. Et alors je me suis demandé si effectivement il pouvait satisfaire à cette loi de puissance divisée par la masse. Et est-ce que sa voilure était possible? Est-ce qu'on peut faire voler des choses très, très, très lourdes avec des moyens comme ça? Alors, bon, si on a de la puissance mécanique, peut-être. Si on a une puissance physique qui est proportionnelle à la masse elle-même, c'est difficile. Donc je me suis demandé si on avait fait ces études pour ces dinosaures qu'on représente, qui seraient très grands, qui auraient été très grands, mais je ne sais pas.
Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup Sébastien. C'est maintenant le tour de Yves Frégnac. Qui est-ce qui a une question pour Yves Frégnac? Oh là là, il y a des tas de mains qui se lèvent. Bon, vous avez de la chance, vous êtes au premier rang. Disons-vous alors, monsieur. N'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, François Goulette, professeur à l'École des Mines. Merci, monsieur Frégnac, pour cet exposé. Vous nous avez parlé de toutes ces réflexions, tous ces résultats scientifiques sur la connaissance du cerveau, les sciences cognitives, le lien avec l'intelligence artificielle. J'avais une question sur une partie de votre exposé. Vous avez parlé à un moment, vous avez dit qu'on était dans le champ de l'économie des promesses. Et j'ai compris cette phrase comme étant une forme de critique. Vous pourrez dire si je l'ai bien compris comme tel, par rapport à certains projets de recherche. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans l'économie de la promesse dans plein de sujets? L'intelligence artificielle s'est développée initialement dans l'économie de la promesse parce qu'il y avait eu des promesses qui avaient été faites, qui d'ailleurs n'ont pas été tenues au début, ce qui fait qu'il y a eu cet hiver de l'intelligence artificielle. Quand on crée des startups et qu'on convainc des investisseurs, on est dans l'économie de la promesse, des promesses de gains. De façon plus simple, quand on plante un arbre, on est dans l'économie de la promesse qu'il va grandir. Donc, est-ce que vous pouvez préciser le terme économie de la promesse et par rapport au projet que vous aviez cité d'un chercheur actuel sur ces questions? Je vous remercie de cette question. Donc, effectivement, il y avait un aspect un peu critique dans l'économie de promesse en disant que finalement, l'économie de promesse est basée sur les promesses elles-mêmes et non pas sur des faits scientifiques. Donc c'est une hypothèse qui n'est pas une hypothèse scientifique, qui est une sorte de credo qui peut être partagé par d'autres personnes ou pas, et qui développe une sorte de circularité, et qui fait que finalement, si la promesse est très lointaine, vous aurez de votre vivant aucune réalisation de cette promesse envisageable. Donc vous travaillez complètement en boucle ouverte, et sur des grands projets, par exemple comme des projets de flagship, on voit que la vente, en tout cas dans le domaine des sciences du cerveau, a été faite sur des promesses qui ne seront pas tenues. Alors, j'ai décrit d'autres formes de mégasciences dans d'autres domaines en montrant qu'il y avait toujours une composante, mettons, technologique ou une promesse raisonnable qu'on allait pouvoir vérifier à la fin du projet. Là, dans le cas de la simulation du cerveau humain et d'avoir un cerveau artificiel pensant, aucune chance. Alors, pourquoi ces économies de promesses deviennent dangereuses, d'un certain point de vue? C'est tout simplement parce que vous avez deux discours. Il y a un discours merveilleux auquel tout le monde adhère, et finalement, tout le monde accepte le fait que l'intelligence artificielle va nous mener sur des paradis insoupçonnés. Et on n'analyse pas critiquement le discours qui est fait. Et donc, si vous prenez le discours transhumaniste, moi je dis c'est un discours non scientifique, il faut d'abord le dénoncer. Ensuite, baisser le niveau des promesses et commencer à rediscuter réellement. Et pourquoi c'est fait? C'est fait quand même pour distraire un petit peu l'attention par rapport à ce qu'on fait actuellement. À l'heure actuelle, quand j'ai parlé de l'influence des GAFAM, on voit clairement se créer un neuromarketing à partir des big data obtenus en sciences du cerveau. Le fait, en plus, que ce soit des atlas, permet de régionaliser des performances cognitives et de cibler ces performances cognitives comme des marchés de développement possibles. Donc ça, c'est par exemple des critiques qui ont été faites par Jacques Ellul et ses disciples, et qui vous éclairent quand même sur cette fragmentation de l'humain qui est à la base de Facebook, de Google et de Elon Musk. Et il faut, à mon avis, avoir une réaction réelle, scientifique, discuter ces enjeux, dire est-ce qu'ils sont bénéficiaires pour l'homme ou pas, et au lieu de s'engager dans ce genre d'aventure. Deuxièmement, il y a un autre aspect que je n'ai pas eu le temps vraiment de discuter, qui est l'impact sur la pratique même scientifique. Vous avez à l'heure actuelle des gens qui disent il n'y a que les big science, small science, oubliez-le. Or, en fait, la plupart des grandes découvertes ont été faites de manière accidentelle avec des projets de type small science.
En Big Science, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de transformer le modèle de management scientifique. On utilise en fait une tactique industrielle de contrôle de processus et des gens qui travaillent, en associant au sommet de la hiérarchie les décideurs, quelques scientifiques de très haut niveau. Par exemple, si on prend le Allen Institute, ça va être Christophe Corr et Svoboda plus récemment. Et puis vous avez en dessous une strate de travailleurs qui sont tous des scientifiques de très très haut niveau et des techniciens exceptionnels, mais qui n'ont plus le droit à la parole sur la critique du projet. Et donc je pense que à une époque où on ne comprend pas encore comment marche le cerveau, on ne peut pas industrialiser le processus, en tout cas à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher ce genre de développement. Allen Institute occupe 500 personnes, donc on peut faire autre chose avec de l'argent et développer des projets à taille humaine, mais peut-être plus originaux. Et au niveau européen, par exemple, on avait les projets de technologie future émergente qui finançaient ce qu'ils appelaient des projets ciel bleu, où là, effectivement, vous faisiez une promesse. Il était admis qu'on n'était pas sûr de réaliser la promesse, mais on faisait un essai sur 4 ans pour voir si effectivement on allait aller dans une direction qui devenait intéressante. Donc voilà le sens de ma critique. Merci beaucoup, Yves. C'était passionnant et je me retenais d'apporter des arguments complémentaires. On en parlera peut-être tout à l'heure après mon exposé. Alors maintenant, le tour est celui de Gentiane Vinture. Donc il y a une question pour Gentiane Vinture. J'espère qu'elle nous entendra. Il y a un monsieur, c'est ça, qui lève la main, ou une dame, pardon, non, un monsieur, avec une chemise blanche, tout à fait au fond, qui a une question pour Gentiane. Gentiane, si vous ne l'entendez pas, je la répéterai. Hein. Le micro arrive. Avec le masque. Ouais, d'accord. Oui, merci, bonjour. Merci pour cette séance passionnante. Donc j'ai une question modèle pour vous faire plaisir, monsieur Loyal. Oui, Gentiane, bonjour. Thierry Curial, Orange, on s'est déjà croisé à quelques reprises. La machine pathétique ou les machines pathétiques peuvent-elles susciter de la dépendance affective, comme par exemple avec Paro? Si oui, faut-il l'éviter et comment? Merci pour cette question concise et précise. Gentiane, vous avez la parole. Merci. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, je ne vous vois plus. Et donc, oui, les machines pathétiques créent sûrement de la dépendance, mais tout va dépendre de l'utilisateur. Et du coup, cette dépendance est-elle bénéfique ou ne l'est-elle pas? C'est vraiment une question qui va se poser utilisateur par utilisateur. Peut-être que, alors Paro, c'est le robot phoque blanc qui est considéré, qui a été homologué comme étant une machine de soins médicaux, qui est homologuée en France, en Australie, aux États-Unis, au Danemark, je crois, et au Japon, et qui est utilisée dans les maisons de retraite pour calmer des malades, des personnes très âgées qui commencent à avoir des problèmes de démence. Et donc cette dépendance, je pense qu'on ne peut pas la contrôler, en vrai. Parce que, quel que soit, si on regarde Paro, qui est l'exemple du robot qui ne fait rien, c'est une machine qu'on met sur les genoux et qu'on touche et qu'on caresse et qui bouge, mais qui n'a aucune intelligence artificielle particulière ou quoi que ce soit. Elle est relativement addictive. Et cette addiction n'est pas vraiment contrôlable. Elle a l'effet désiré qui permet de calmer, et donc cette dépendance peut être bonne, puisque du coup, elle va avoir cet effet calmant, mais on ne va pas pouvoir contrôler ça à proprement parler, cet attachement non plus. Comme on peut difficilement, c'est une question qui se rattache aussi à tout ce qui est objets, on va dire, peut-être transitionnels, les doudous, les objets que les enfants ont, auxquels ils vont attacher une importance particulière et donc ils vont être dépendants et qu'on va avoir du mal à détacher. C'est un petit peu la même chose. Et le processus d'attachement, cette relation, n'est pas forcément très clair.
Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est la notion du kuyo, donc cette notion de détachement finalement de l'objet, de séparation de l'objet qui existe au Japon en tout cas, permet de casser potentiellement cette dépendance, mais uniquement dans la mesure où la personne dépendante est prête à faire le pas pour casser la dépendance. Donc, à mon avis, c'est incontrôlable. Et ce n'est pas inhérent au robot, après, pour en parler, ni à la machine pathétique. Merci beaucoup, Jean-Siane. On est dépendant de ça. Merci. Bon, c'est la fin de la première partie de cette table ronde. Je suis désolé que d'autres questions ne puissent pas être posées en public. En revanche, vous avez toujours l'opportunité d'approcher les différents intervenants pour engager une discussion avec eux, ça va de soi. Et pour ce qui est d'aller parler à Jean-Siane, l'avion hypersonique de l'Institut vous attend juste dehors, il vous amènera à Tokyo en quelques minutes. Voilà, alors on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc on va étudier la question suivante, le mythe de l'imitation du vivant. Donc ce sont les 4 intervenants qui vont donc parler. Moi je me contente d'arbitrer la parole, mais si vous le voulez bien, je lance la discussion en posant finalement 2 questions, mais vous êtes absolument libre de développer votre point de vue indépendamment de ces questions que j'ai improvisées un peu à la dernière minute. La première question est la suivante. Est-ce qu'on imite le vivant pour s'instruire sur le vivant, pour se divertir ou pour intervenir sur le vivant? Alors je crois qu'il me semble qu'actuellement on pense beaucoup à l'imitation du vivant en vue de l'intervention sur le vivant, mais est-ce que là, il y a une modalité particulière ou quelque chose d'innovant dans le développement des sciences et des technologies aujourd'hui? La deuxième question que je voulais poser, qui est une question peut-être plus épistémologique ou scientifique, c'est imiter le vivant, mais à quel niveau? Imiter l'être humain, par exemple, est-ce qu'on va imiter son comportement? Est-ce qu'on va imiter ce qu'on peut imaginer être ses processus mentaux? Ou est-ce qu'on va imiter le fonctionnement du cerveau? Donc, et comment ces différentes approches peuvent-elles éventuellement s'articuler? Mais encore une fois, sentez-vous absolument libre de partir sur le terrain qui vous semble le plus opportun. Je vous donne la parole. Dans l'ordre que vous voulez, auto-organisez-vous. Et puis, Jean-Siane, quand vous voudrez parler, levez la main, je vous vois et je vous donnerai la parole. J'ai une première réponse peut-être très, très courte, qui est, on m'interroge souvent sur mon intérêt en tant que chercheur pour la robotique humanoïde. Donc, est-ce que je cherche à imiter le vivant? Ça m'est complètement égal. En revanche, si on me demande de faire une machine, comme ça a été le cas par le grand projet de la DARPA, l'agence de financement aux États-Unis, de la recherche aux États-Unis, qui avait été, tous les chercheurs ont été traumatisés par Fukushima en 2011, mars 2011. Pourquoi tous les chercheurs en robotique? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pénétré dans la centrale nucléaire. Et la société, en particulier japonaise, s'est retournée en disant « Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas envoyé des machines ?» Mais parce qu'on ne sait pas faire. Sinon, on aurait envoyé des machines, mais on ne sait pas faire. Et l'idée, enfin, cette question qui a vraiment déstabilisé une grande partie de la communauté robotique, a été reprise par la DARPA pour lancer un grand défi. Un grand défi sur plusieurs années où on devait répondre à un cahier des charges. Le cahier des charges défini par la DARPA, c'était il faut faire une machine, mais faites ce que vous voulez comme machine. Vous faites des serpents, des oiseaux, des trucs qui ressemblent à rien, mais faites une machine qui soit capable d'eux. Donc la machine est définie par un cahier des charges. Elle doit être capable de conduire un véhicule. Elle doit être capable de grimper à une échelle. Elle doit être capable de marcher sur des gravats. Elle doit être capable de tourner des vannes, de forcer des portes et tout ça. Vous avez carte blanche, une trentaine de laboratoires de par le monde à relever le défi. Et en 2015, il y a eu la compétition. Je vous rassure tout de suite, aucun robot n'a pu faire toutes ces tâches et les enchaîner. Mais il y a eu des progrès.
Hein, le professeur Oh en Corée a gagné ce défi parce qu'il a réussi à faire enchaîner quelques tâches. Mais imaginez la forme que doit prendre une telle machine. Eh bien, vous regarderez les 30 robots qui ont été conçus en toute liberté. Ils ont une forme, alors non pas humanoïde, mais anthropomorphe. C'est-à-dire, ils avaient 2 jambes. Ben, pour marcher sur des gravats, c'est mieux qu'avoir des roues, surtout pour grimper une échelle. Avec des roues, c'est pas facile. Donc, ils avaient des jambes, ils avaient des bras. Hein, la tête importait peu, finalement. Donc, ça a été la machine anthropomorphe. Et donc, les recherches de pointe en robotique sont guidées par des cahiers des charges. Et la deuxième volet de ma réponse pour prendre ta question, c'est que l'autre intérêt, c'est qu'à partir du moment où on travaille sur des machines anthropomorphes, c'est ce que j'ai voulu suggérer là dans mon exposé, et je vous montre tout simplement le phénomène qui est en train de se passer. Regardez, je suis debout. Et donc, on met des robots humanoïdes debout, hein, on sait faire, ils savent marcher. Et posez-vous la question, et je me la pose, c'est comment se fait-il que je ne tombe pas? Pourtant, je suis soumis aux lois de la gravité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement dans tout ce que je ressens de retour musculaire, de mon système vestibulaire, des réactions que je fais pour rétablir mon équilibre? Comment est-ce qu'on a compris ça? Eh bien, ce type de recherche posée à ce niveau-là, c'est une démarche scientifique qui nourrit à la fois la biomécanique, les neurosciences, et qui nourrit à la fois la robotique. Et alors, en fait, il y aurait peut-être plusieurs niveaux d'imitation qui peuvent être définis. Bon, imitation du comportement, de la performance. Donc ça, c'est la sortie du système. Imitation de son mode opératoire. Donc on interroge plus la structure elle-même, par exemple, du vivant. Et puis, une démarche d'imitation qui va servir, en sélectionnant, par exemple, les bonnes espèces du vivant, à trouver une sorte de regard plus aigu sur des mécanismes généraux, adaptatifs, par exemple, qui pourraient être intéressants pour l'industrie ou pour l'homme. Alors, je pense que quand on parle d'imitation de la performance, on peut faire de la robotique incarnée, comme on peut faire une simulation, disons, extrêmement fidèle du cerveau et essayer de voir si, au bout du compte, il y a une validation pour le comportement. Ça, c'est quand même très difficile. Et si on regarde juste l'imitation du mode opératoire du fonctionnement, il y avait récemment une évaluation du projet Blue Brain, faite par Christophe Corr et Buis, qui était assez intéressante, qui disait on va faire comme pour imiter, comme le test de Turing, qui est utilisé en intelligence artificielle, pour différencier entre un humain et un homme. Simplement, on va le poser au niveau du mode opératoire et on va prendre l'enregistrement d'activité dans l'ersatz digital de cerveau et dans le cerveau lui-même et on va poser la question, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux enregistrements? Bon, et là, on s'aperçoit en fait que si on pousse très loin, on se rend compte que les hypothèses qui vont décider si ça paraît plus biologique que moins biologique ne sont pas dans le détail de la modélisation. C'est en fait des principes relativement généraux qui aboutissent à un comportement qui ressemble à celui de la biologie. Alors maintenant, pour revenir à un aspect qui me paraît sous-développé à l'heure actuelle, en particulier en recherche française, c'est l'intérêt de la physiologie comparée. Essayer de trouver des bons modèles pour des bonnes questions. Je vous ai donné un exemple avec le Allen Institute, où on s'intéresse à la souris parce qu'on a toute la technique, toute la panoplie technologique, génomique, etc. peut être utilisée avec grande facilité dans ce modèle, mais on ne pose pas la bonne question. La question qu'on pose, c'est quel est le fonctionnement du système visuel de la souris? Or, si vous regardez comportementalement, la souris
est un animal de basse vision au sens humain du terme. Donc finalement, pourquoi ne pas avoir pris le système vibrissal qui était beaucoup plus adapté à la souris? Donc ce qu'il faudrait faire, c'est choisir des espèces par rapport à des problèmes où un mécanisme, par exemple, de plasticité est amplifié par rapport à un autre. Par exemple, il existe des travaux absolument remarquables sur le poisson électrique, sur le lobe électrosensoriel du poisson électrique, où vous avez des algorithmes de détecteurs de nouveautés qui pourraient être utilisés par des machines avec énormément de profit. Gilles Laurent a fait sa carrière sur des espèces un petit peu exotiques en physiologie comparée pour pouvoir disséquer et sortir des principes généraux computationnels qui, à la limite, deviennent indépendants du substrat biophysique et même de l'espèce considérée. Donc, voilà, il faut vraiment réfléchir pourquoi on fait l'imitation et à quel niveau. Et puis, par rapport à l'introduction de Daniel, il est clair qu'il y a une partie des recherches sur la simulation du cerveau qui sont essayer de mieux nous comprendre et de trouver les goulots d'étranglement conceptuels qui font que, en général, on a tendance à sous-estimer la complexité du vivant, sous-estimer la complexité du cerveau, et que finalement, on va se retrouver très loin du compte, et que c'est nos échecs qui vont nous instruire sur une meilleure connaissance du cerveau. Oui, dans l'espace des solutions, la nature apporte des idées extrêmement intéressantes. On prend par exemple une plante. Une plante est capable de vivre à partir d'une trace. Donc le CO2 qui existe dans l'atmosphère, c'est 1 demi-litre par mètre cube. Donc elle arrive à tirer de cette trace ce qui va faire effectivement, ce qui va lui permettre de vivre. Et d'ailleurs, à partir de là, c'est toute la chaîne qui va pouvoir s'installer, c'est-à-dire c'est la plante qui va nous donner l'oxygène, etc. Donc le CO2 qui n'est pas du tout un polluant, mais au contraire un gaz excessivement utile pour les plantes, puisque c'est de là qu'elles tirent leur substance. Donc c'est une solution très intéressante. Comment les plantes font-elles pour tirer d'une toute petite trace donc, ce qui leur permet de vivre et puis de se développer? Et donc on cherche justement à reproduire des solutions comme celle-là, fabriquer de la matière à partir d'un gaz qui se situe à l'état de trace. Alors évidemment, on ne peut pas aller trop loin dans cette direction parce que ce sont des processus qui sont lents. Lorsqu'on regarde l'efficacité énergétique des plantes ou plus généralement, c'est 0,1 watts par mètre carré. Donc il faut beaucoup de mètres carrés pour arriver à fabriquer tout ça. Mais il y a énormément de choses à apprendre de la nature. Donc apprendre de la nature, c'est très important. Et dans le domaine aéronautique, bien sûr, on a appris beaucoup. Le fait lorsqu'on a regardé les ailes des oiseaux, et ça permet on voit il y a beaucoup de similitudes entre les ailes des avions, les ailes des oiseaux. Il y a des différences. C'est-à-dire qu'il faut savoir à la fois utiliser ce type de solution, mais aussi inventer les autres. Par exemple, la roue, qui ne fait pas partie de la nature, et pourtant c'est excessivement intéressant. Ou le palan dont tu parlais tout à l'heure. C'est merveilleux d'utiliser donc le principe du travail. Le travail virtuel, ça permet de comprendre pourquoi un palan peut monter des charges très très importantes, grâce simplement à une poulie et à ce principe. Donc, il y a des choses qu'on apprend dans la nature, mais il y en a d'autres qu'on invente, et c'est la somme de tout ça qui est intéressante. Gentiane, vous êtes silencieuse pour l'instant, c'est ça? Oui, je vous laisse continuer. Ok, je voulais être sûr que vous ne... Voilà. Donc, je repars sur une question très, très naïve, finalement, et très élémentaire, mais j'aimerais bien avoir un petit peu votre point de vue. Au fond,
on peut dire que la biologie moléculaire, et disons de manière plus large la biologie contemporaine, a réglé son compte au vitalisme. Le vitalisme était encore très à la mode au XIXe siècle, encore pendant un bon tiers du XXe, en tout cas dans certains milieux. Et puis maintenant, ça y est, on lui a réglé son compte, il n'y a pas de principe vital, etc. Mais d'un autre côté, il me semble qu'il continue d'y avoir une sorte d'attachement intuitif ou instinctif à l'idée qu'un organisme vivant a quelque chose dont est dépourvu un organisme non vivant. Alors évidemment, on n'a plus le droit de l'appeler le souffle vital ou des choses comme ça, mais qu'il a une sorte de propriété essentielle. Alors, je me demandais si on pourrait un tout petit peu revenir sur cette question-là. Est-ce que tout ce qui a été dit aujourd'hui confirme au fond l'idée d'une élimination définitive de toute forme de vitalisme, ou au contraire, est-ce que le vitalisme renaît en quelque sorte par des voies indirectes? Peut-être en deux mots, hein, si on définit la vie, ce qui différencie un galet d'une rivière d'un organisme vivant, c'est, pour moi, hein, qui ne suis pas du tout un spécialiste, c'est l'énergie et le mouvement. Énergie et mouvement, en tous les cas, moi, c'est à partir de ça que je conduis ma réflexion pour faire un pont entre la machine et le vivant. Donc, énergie, mouvement, je ne sais pas si c'est une bonne définition de la vie, sûrement pas au niveau technique, mais c'est les... Allez-y, Jean-Siane, allez-y. Donc, Jean-Paul, énergie et mouvement, donc énergie, tu entends énergie dépensée, consommée par le système? Reposez votre question, on a mal entendu, la transmission est... Pardon. Donc, Jean-Paul, je disais, quand tu dis énergie et mouvement, tu veux dire l'énergie qui est consommée par le système et le mouvement. C'est pas un ou, c'est les deux. Tu es d'accord avec cette définition? C'est un système capable d'énergie. C'est de produire... capable d'énergie. Capable de produire une énergie qui le met en mouvement. C'est-à-dire quand je mange, j'ai des calories, ça me donne une potentiel d'énergie que je vais pouvoir utiliser pour te dire bonjour. Et donc, du coup, tu considères que les plantes ne sont pas vivantes? Les plantes? Les plantes. Mais bien sûr que si, elles n'arrêtent pas de bouger. Elles bougent? Mais bien sûr. Ok, d'accord. Elles n'arrêtent pas de bouger. Elles croissent, leurs racines s'enfoncent dans le sol pour aller chercher des nutriments. Elles optimisent la photosynthèse en orientant leurs branches vers le sol. Elles n'arrêtent pas de bouger. Et pas sous l'influence du vent, mais bien sûr sous l'influence du vent aussi. Mais je veux dire, elles ont une énergie propre qui les fait bouger. Voilà. Donc après, dans la nomenclature du mouvement, effectivement, quand on dit qu'une plante ne bouge pas, c'est parce qu'elle ne se déplace pas. Mais elle ne se déplace pas. Donc ça, le déplacement, c'est ce qui fait une frontière grossière, en tous les cas, entre le monde végétal et le monde animal. Un chien se déplace, un arbre ne se déplace pas, mais tous les deux bougent. Oui, bien sûr, mais quiconque a chez lui une plante grimpante sait que la plante se déplace, et d'une certaine façon. Et j'ai un ami qui a un balcon là, pas loin de chez moi, et qui passe beaucoup de temps à regarder ces plantes grimpantes trouver leur chemin d'une manière extraordinairement intelligente, finalement, en tout cas adaptative. Mais enfin, c'est une remarque anecdotique. Oui, bon, moi je pense que la question du vitalisme est une question à laquelle on ne peut pas répondre actuellement, parce qu'on ne comprend pas les processus d'émergence et d'immergence à l'intérieur des réseaux biologiques. Donc quand je parle d'émergence, c'est comment à partir de l'interaction des composants, il y a un certain type d'auto-organisation qui fait apparaître des propriétés particulières à un niveau hiérarchique supérieur. Bon. Et les problèmes d'émergence sont absolument peu explorés et correspondent à un retour de l'organisation macroscopique sur les propriétés des éléments individuels qui composent le cerveau. Donc je pense que ce changement d'échelle,
on ne sait pas le faire. Donc ce que les gens arrivent à faire pour le moment, c'est se contenter peut-être de la description macroscopique, parce que c'est la plus facile, et puis à partir de ça, de regarder si on peut émuler des problèmes de pensée avec toutes les performances de l'humain et aussi l'autonomie des processus intelligents, dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Oui, dans le vivant, ce qu'on constate, c'est aussi son efficacité. Hein. Il y a des oiseaux, par exemple, qui peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans se poser. Hein. Donc, j'ai regardé, donc, toujours en préparant cet exposé, donc des oiseaux qui migrent au-dessus de l'océan Atlantique et qui arrivent à parcourir environ 1000-2000 kilomètres sans se poser. Donc, c'est quand même assez remarquable. Il y a une efficacité, une économie d'utilisation de l'énergie qui est très intéressante. L'autre aspect, c'est cette autonomie dont on dispose, hein, cette capacité à faire ce que tu as fait tout à l'heure, se lever et s'asseoir, donc avec cette autonomie, cette capacité et à le faire aussi d'une façon inconsciente, c'est-à-dire que tout ça se fait sans qu'on y pense et on pense à autre chose. On est tout le temps en train d'avoir cette capacité aussi de parallélisation. Hein, donc, je suis sûr que j'en connais moins. Mais disons, au niveau du calcul, c'est ce qu'on fait maintenant. On fait du calcul parallèle. Je dis toujours qu'on est capable de faire des millions d'heures de calcul, c'est-à-dire des siècles de calcul grâce au calcul parallèle. Hein, donc, vraiment... et ça, le calcul parallèle, c'est ce qu'on pratique tout le temps. On fait simultanément plusieurs choses à la fois. Notre confrère Yves Agide explique comment, sur la place de la Concorde, tout en conduisant, il peut discuter avec quelqu'un qui est assis à côté de lui, tout en faisant les gestes qu'il faut pour éviter les voitures. Et donc cette capacité extraordinaire à faire plusieurs choses à la fois et à les faire bien et de façon contrôlée, c'est quand même des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas si ça rejoint le vitalisme, mais c'est d'une caractéristique intéressante qu'on essaye d'imiter, bien sûr. Et à cet égard, juste pour enchaîner, mais on n'aura pas le temps, et puis je ne suis pas spécialiste, mais incontestablement, le contrôle moteur est un domaine absolument fascinant. Le fait que nous puissions effectivement non seulement conduire tout en discutant, mais je ne sais pas si jamais vous êtes descendu, je ne sais pas, du grenier de chez vous à la cave, en traînant un seau, il y a une clé dans une main, il y a une torche électrique dans une autre, il y a un journal plié sous votre coude, et vous arrivez à faire tout ça d'une manière qui n'est ni inconsciente ni consciente, qui est entre les deux. Et l'étude fine du contrôle moteur est une source extraordinaire d'inspiration sur ces questions-là. Mais je ne suis pas un spécialiste, je suis un grand admirateur de ce qui se fait sur le contrôle moteur, y compris sur le plan conceptuel. Ça n'est pas, disons, que des calculs de cosinus et de sinus et de degrés de liberté. C'est vraiment sur le plan conceptuel la question de l'origine de la motricité, du mouvement, le côté autonome et en même temps le côté automatique. C'est quelque chose d'extraordinaire qui remet en question bien des idées arrêtées. Alors nous sommes arrivés presque à la fin, mais finalement il y a un petit dessert, en quelque sorte, sous la forme de 3 questions que peut encore poser le public à son choix, soit des questions générales, transversales, soit des questions à tel ou tel intervenant. Puisqu'on a un tout petit peu de temps, on va tricher de quelques minutes. Donc je vous invite à lever la main si vous souhaitez poser une question. Où ça ? Pullover bleu. En plein milieu. Il y a un pullover bleu en plein milieu. Moi, je ne le vois pas bien, je dois dire. Voilà. Oui, ma question sera courte. Quand on cherche la vie extraterrestre, par exemple sur Mars, prenons cet exemple, on fabrique des robots pour faire ça. Quelle est la définition de la vie qu'on doit leur donner pour qu'ils puissent la trouver éventuellement ? Par rapport, alors là vraiment je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ce que je peux vous dire c'est que
par rapport au projet actuel des différents Mars Rovers, des Sojourner, Curiosity, enfin, etc., tous ces robots qui explorent la planète Mars, ce sont des robots porteurs d'instruments scientifiques. Ces robots-là n'ont qu'une tâche à faire, c'est se déplacer et poser leurs instruments scientifiques pour faire des tests, pour faire un forage, mais en aucun cas on ne leur demande d'identifier quoi que ce soit. Bien sûr, ils en sont complètement incapables. Donc, ce sont vraiment des porteurs de mobilité. Et donc, qui vont permettre d'explorer avec des objectifs qui sont donnés, bien sûr, par les scientifiques qui travaillent à partir des bases terrestres. Mais ce sont des porteurs d'outils qui se déplacent, qui vont prélever des échantillons. On aura mis sur ce robot tous les éléments d'analyse qu'on peut faire sur place, enfin, etc. Les données seront transférées à la station terrestre, enfin sur Terre, et le diagnostic sera fait. Mais il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, de tests qui disent « Ah, si tu trouves ça, c'est la vie ». C'est l'identification. Enfin, on revient au problème d'intelligence artificielle. Les systèmes d'intelligence artificielle et tout ça qui sont extrêmement sophistiqués dans le domaine de la question que vous posez peuvent être des systèmes simplement d'aide à la décision. Voilà les données. Ah oui, eh bien alors s'il y a ça et ça, mais c'est vous qui allez porter la conclusion, c'est pas la machine. Merci beaucoup, Jean-Paul. D'autres questions? Il y a une dame là, ici. Bonjour, Muriel Steinmeier. Moi, j'aimerais vous entendre de manière très synthétique, l'une ou l'autre, sur les chiens robots qui commenceront à équiper les forces armées. Ah, dans le cadre militaire. Donc vous voulez dire les chiens de Boston Dynamics, de la société Boston? En fonction de Sniper. J'ai vu que Gentiane voulait intervenir. Gentiane? Oui, j'ai levé la main, mais je n'ai pas entendu la deuxième partie de la question. Alors, ce sont des chiens robots qui ont été testés très récemment et en présent, et qui ont joué le rôle de sniper ou en présent, et qui ont joué le rôle de sniper. Donc des robots chiens sniper. Oui, c'est des robots. Alors ils sont chiens parce que la forme du chien est fonctionnelle et permet de bien se déplacer et de remplir la tâche qu'on leur demande de remplir, mais ils ne sont pas chiens parce que on n'est pas dans la même métaphore qu'avec Aibo, par exemple. Après, le but, sans commentaire. Mais il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de vie, je pense, avec de définition de la vie. C'est purement une forme qui est donnée au système pour être fonctionnel. Je ne sais pas si ça répondrait en partie à votre question. Ce que vous décrivez donc comme un chien capable de tuer un homme à distance. Voilà, ça s'appelle une arme. Ça s'appelle une arme létale. Alors, vous avez les ONG qui appellent ça des robots tueurs. Et vous avez les pouvoirs publics qui parlent de systèmes autonomes d'armes létales, ou létales autonomes, des SALA. Donc tout le monde tourne autour de ce concept d'autonomie de la machine. C'est-à-dire la machine prend la décision de tuer. Non. Non seulement elle est commandée, mais il n'y a rien qui distingue cette machine d'une mine antipersonnelle qui est déclenchée automatiquement dès qu'on met le pied dessus. Et il faut se rappeler. Oui, non, mais là, non, c'est-à-dire ces machines sont en train, je suis complètement d'accord avec vous, sont en train de changer la doctrine militaire. Elle change considérablement, parce que vous imaginez donc les sociétés un petit peu comme les nôtres qui disposent de cette technologie et d'autres nations qui n'en disposent pas, il y a un déséquilibre énorme.
Mais ce déséquilibre-là, il s'inscrit aussi dans l'histoire des machines. C'est-à-dire que le pape, je crois que c'était le pape Jules II, au deuxième concile de Latran, a interdit l'usage de l'arbalète. Parce que c'était quand même pas éthique de tuer un chevalier en étant à 100 mètres de lui. Tuer un chevalier, il fallait faire du corps au corps. Donc on a interdit. Bon, là, ça n'a pas empêché l'arbalète de se développer. Donc là, voilà, ces déséquilibres-là ont toujours existé, je crois, dans l'histoire. Merci. Il y a une intervention, une question du monsieur au premier rang. Merci de tous ces magnifiques exposés. Je suis paléontologue, je suis un ami, collègue de Philippe Janvier et de Philippe Taquet. Et donc, évidemment, quand on pense l'imitation du vivant, on pense à l'évolution, bien sûr, parce qu'il y a différents niveaux d'organisation. Et en vous écoutant, M. Frégnac, pour les robots qui pourraient avoir une forme non humanoïde, il est évident que dans l'échelle zoologique, ce qui est très performant, c'est les octopodes, les pieuvres, tout simplement parce qu'elles peuvent se déplacer partout dans le milieu aquatique, bien sûr, mais une transposition me semble assez peu difficile, si j'ose dire, et ces animaux sont capables d'aller partout. Donc, pourquoi ne pas réfléchir? Parce qu'il y a un cerveau relativement développé, c'est le cerveau des invertébrés le plus développé. Il y a 8 bras. Il y a des yeux qui, comme l'a montré, comme le disait Bergson, sont très proches des nôtres. Et Bergson n'était pas le premier, bien sûr. Et donc là, il y a, me semble-t-il, un modèle peut-être sur lequel on pourrait réfléchir, qui, dans l'échelle zoologique, répond à des grandes performances. Alors évidemment, le cerveau, me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le cerveau est évidemment formé du néopallium, du néocortex, mais il y a tous les branchements sur l'arc-encéphale, la matière blanche. Donc là, évidemment, mon ami Laplane, la salpêtrière, a mis en évidence les noyaux gris. Donc il y a toute une exploration aussi du cerveau profonde. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, évidemment, parce qu'il y a une complexité, comme on dit, le cerveau d'un homme est plus complexe que celui de tout l'univers, la complexité. Donc on en est encore assez loin, mais toutes ces recherches depuis Norbert Wiener, il faut bien dire que c'est Norbert Wiener qui a lancé tout ça, me semblent très performantes. Et ce petit complément du regard du paléontologue zoologiste, qui me semble, puisque mes amis ne sont pas là à cette réunion, il me semble que ça peut être intéressant de réfléchir de ce côté-là, puisque vous avez parlé d'imitation du vivant, entre, évidemment, alors Philippe Janvier, qui est spécialiste des agnathes et des poissons, a justement beaucoup de performances à expliquer à ce sujet, puisqu'on parlait tout à l'heure des poissons. Donc un grand merci, parce que... Mais évidemment, on manque à l'heure actuelle un peu de zoologistes, il faut bien le dire. Mais enfin, heureusement, on a quand même 3 paléontologues à l'Académie, beaucoup de biologistes, mais il faudrait peut-être un peu de zoologistes aussi. Merci. Merci, monsieur, pour votre remarque et votre intervention. Est-ce que, Yves, tu souhaites réagir? Tout à fait d'accord avec vous qu'on a, en physiologie comparée et en anatomie comparée, des systèmes d'observation absolument incroyables. Et il y a des travaux qui sont effectivement réalisés, des systèmes paucineuronaux aux invertébrés et à des systèmes plus évolués. Alors, une partie des technologies qu'on a exposées ce matin sont applicables quasiment avec succès chez les invertébrés, puisqu'on peut arriver à reconstruire de manière quasiment complète le circuit, aussi bien le circuit électrique, entre guillemets, que le circuit chimique. Et donc, on peut avoir une idée plus réaliste des processus collectifs à l'intérieur de ces animaux. Mais je suis, par exemple, j'ai travaillé à un moment donné avec des gens de l'école des mines qui s'inspiraient des poissons électriques pour avoir des systèmes de capteurs qui puissent aller dans des eaux turbides, explorer des failles, des fissures dans des canalisations ou des choses comme ça. Donc,
il y a toujours eu cet intérêt pour le vivant et son aspect multicompétence au travers de la diversité biologique. Donc oui, je suis... Excusez-moi, je suis obligé de mettre un terme à cette matinée en remerciant le public aussi bien distant que présent. Et je vous invite à revenir à 14h. De nouveau, nous commencerons pile à l'heure à 14h ici. Et je vous souhaite un très bon appétit à tous et toutes.